Bienvenue sur le podcast de Quasi-Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi-Demi afin de vous permettre de faire vos courses les yeux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bienvenue dans le premier épisode du podcast Quasi-Demi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucille, la coach santé de Quasi-Demi, et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour interviewer nos fondateurs. Ce sont eux que vous retrouverez à ma place dans les prochains épisodes, mais on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux pour lancer notre propre podcast que de vous présenter les personnes derrière Quasi-Demi. Bienvenue Alain, bienvenue Emna, comment allez-vous? Merci Ça va Lucille, super. tout va très bien. Alors on va commencer par une petite présentation, un petit historique de Quasi-Demi. Pour les personnes qui nous écoutent ou celles qui ne nous connaîtraient pas, Emna, Quasi-Demi, c'est quoi? Alors Quasi-Demi, c'est un e-commerce de produits sains et durables. Donc on propose aujourd'hui plus de 4000 produits qui sont tous sélectionnés par des experts de la santé et qui donc vont avoir des bonnes compositions à la fois pour la santé de chaque individu, mais aussi des bonnes compositions pour la planète. Donc on fait aussi attention à l'aspect environnemental. Et alors, quel est votre rôle au sein de Quasi-Demi? Alors, mon rôle chez Quasi-Demi, c'est de servir au mieux les clients. Donc, moi, je m'occupe principalement de tout ce qui touche au marketing, aux produits, donc au site, etc. Et je m'occupe aussi de certains aspects stratégiques avec Alain. Et toi, Alain? Et du coup, moi, je fais tourner la boutique derrière le rideau. Donc, ça veut dire que je m'occupe des aspects ressources humaines, financiers, légaux, etc., etc. Logistique aussi, très important pour un e-commerce. Donc, ce genre de choses, un peu l'homme de l'ombre. Et alors Alain, est-ce qu'on pourrait avoir la petite histoire derrière le nom Quasi-Demi? Alors, bonne question. Donc, le nom Quasi-Demi, il faut savoir que trouver un nom pour une entreprise, c'est pas chose aisée. Tous les entrepreneurs qui nous écoutent probablement se souviendront de la galère que c'est, surtout pour un site pour lequel le nom de domaine va être important. Donc, on a mis longtemps à chercher ce nom. Et en fait, on avait envie d'un nom qui allait véhiculer le comme chez soi. Et donc, l'idée que chaque client allait pouvoir faire ses achats les yeux fermés, acheter chez nous en toute confiance, fermer les yeux et se dire chez Quasi-Demi, je sais que je peux tout acheter, il s'adapte à mes besoins et c'est un e-shop qui va partager mes valeurs. Et donc, c'est comme ça qu'on a cherché un petit peu différentes langues qui nous plaisaient et dont la consonance nous plaisait. Et finalement, on s'est tourné vers le latin. Et donc, Quasi-Demi, ça veut dire comme à la maison, comme chez soi. Et c'est comme ça on a atterri sur le nom Quasi-Demi. Le nom n'existait pas. On a un peu joué avec l'orthographe parce que normalement, ça s'écrit QU et puis avec un S. Donc, on a mis un K et un Z à la place. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Quasi-Demi. Génial. Et Emna, d'où est venue cette idée du projet Quasi-Demi? Alors, en fait, elle est venue il y a assez longtemps. Moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille où mes deux parents sont médecins. Et mon père est spécialisé dans tout ce qui touche à la nutrition et à la prévention. Donc, il aide vraiment en fait, les gens, je dirais, à bien vieillir sans avoir de soucis, etc. Donc, depuis toute petite, j'ai quelqu'un qui regarde ce que je consomme, qui achète bien, je dirais, en faisant attention aux compositions, qui me donne des conseils en nutrition, en sport, etc. Et donc, ouais, vraiment, depuis ma plus tendre enfance, en fait, j'ai cette vision de la nutrition qui est, je dirais, assez évoluée et qui m'a permis, en fait, au bout d'un certain nombre d'années, quand j'ai eu l'âge de faire des choix d'études à 18 ans, de me dire, j'ai envie de faire quelque chose dans le secteur de la nutrition, j'ai envie de casser les codes, j'ai envie d'aider les gens à améliorer leurs habitudes de consommation ou à parfois même changer leurs habitudes de consommation. Et donc, c'est comme ça qu'à 18 ans, je me suis inscrite dans une école de commerce et que je me suis dit que j'allais ouvrir un supermarché. Alors, à l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup d'e-commerce. Et donc, dans ma tête, j'allais ouvrir une chaîne de supermarchés dans lesquels on pourrait fermer ses yeux sur ses achats. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, durant ma dernière année d'études. J'ai lancé la première version de Quasi-Demi. Alors, c'était plus un supermarché, c'était un site e-commerce qui permettait d'étendre le périmètre de livraison, de réduire aussi les budgets au début et d'être plus flexible, en fait, et de pouvoir faire du marketing digital. Et donc, voilà, c'est comme ça que les choses se sont lancées. Mais donc, il y a une inspiration, je dirais, familiale sur l'idée, sur le concept qui m'est venu. Et puis, moi, j'aimais beaucoup aussi l'aspect entrepreneurial du projet. J'ai eu la chance d'avoir d'autres entrepreneurs aussi dans ma famille qui m'ont pas mal inspirée. Donc, je me suis dit, voilà, les deux passions sont au rendez-vous. Et donc, voilà, le concept a été lancé maintenant. C'était en 2016 que j'ai été diplômée. La première version, c'était septembre 2016. Donc, ça va faire 6 ans. Et alors, comment on fait pour concrétiser ce projet de fin d'études? Alors en fait, ma chance, c'était que j'étais déterminée. Je me suis inscrite dans cette école de commerce en me disant, j'ai envie de concrétiser tout ça. Et c'était pas juste un projet d'études comme pas mal de gens peuvent l'avoir ou parce qu'ils doivent écrire une thèse, etc.
Moi, mon idée, c'était vraiment, je veux le lancer. Et je m'étais vraiment mis comme objectif qu'à la fin de mes études, il fallait que la plateforme soit lancée. Alors après, c'est pas facile à un moment, sauter vraiment le pas. Moi, le premier élément qui m'a permis de sauter le pas, ça a été la constitution légale de l'entreprise. Pourquoi? Parce que quand on constitue légalement une entreprise, il faut mettre un certain montant sur un compte en banque qui va être du coup voué à la concrétisation de cette société. Et en fait, moi, ce qui s'était passé, c'est comme j'avais vraiment envie de lancer ce projet, durant les quelques années qui ont précédé, j'ai mis de l'argent sur un compte en banque. C'était 6 500 euros, je pense, à l'époque. Donc, ce n'est pas un montant très grand. Mais quand on démarre, quand on est étudiant, 6 500 euros, c'est gigantesque. Et donc, j'avais mis ce montant sur un compte en banque. Et puis, j'ai été frappée à quelques portes pour m'aider à avoir le montant final. Mais du coup, quand j'ai mis ce montant, que j'ai signé les papiers auprès de la banque, que j'ai signé les papiers auprès du notaire, moi, je ne pouvais plus faire marche arrière. Faire marche arrière, ça voulait dire faire une croix sur toutes mes économies. Et donc, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Il m'a fait prendre conscience du fait que, voilà, maintenant, il fallait que je délivre, que les choses concrètes se mettent en place. Et puis, tout s'est déroulé assez rapidement. Donc, la constitution légale, c'était en avril 2016 et le lancement officiel, c'était en septembre 2016. Donc, il m'a fallu 6 mois, en fait, pour mettre le site sur pied, ce qui est assez rapide. Et finalement, ce projet d'étude a pris beaucoup d'ampleur. Alain, quand as-tu réalisé que Casidomi, ce n'était plus qu'un projet d'école? Mais c'est des choses qui sont petit à petit, c'est assez marrant parce que il n'y a pas un moment de rupture en fait. Tous les jours ça grandit un petit peu et on le voit évoluer de jour en jour. Il y a un peu plus de commandes, il y a un peu plus de clients, il y a un peu plus d'employés aussi, l'équipe grandit, etc. Je trouve que ce qui rend le projet le plus réel, c'est certainement l'équipe parce que tant qu'on est seul face à son ordinateur, ça ressemble encore beaucoup à un projet étudiant. Quand on commence à recruter des gens, surtout quand on a une grosse vingtaine d'années et qu'on doit voilà, recruter quelqu'un full-time, c'est quelqu'un qui va être dépendant de nous, qui fait peut-être une croix sur un autre emploi pour venir nous rejoindre. C'est un moment assez fort et on se dit, bon, j'espère que c'est sérieux et je vais devoir assumer. Donc, c'est clairement, je crois, le moment qui, pour moi, a été un peu le plus clé. Mais à part ça, en fait, c'est des évolutions tout à fait continues et les choses se font petit à petit. Et le bébé, entre guillemets, continue de grandir. Et à un moment, on se dit, waouh, quel chemin parcouru. Mais pour ça, c'est comme pour beaucoup d'autres choses. En fait, il faut regarder 1 an ou 2 ans en arrière et ça devient juste dingue. Alors, l'évolution qui a eu lieu entre-temps, parce qu'on se dit, c'est pas possible que ça fait que 12 mois et qu'on en soit déjà là, que tout ça se soit passé. J'ai l'impression que ça fait des années. Et c'est utile d'ailleurs parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours faim. C'est une caractéristique que je retrouve chez beaucoup d'autres personnes qui se lancent. On veut plus, on veut plus vite, on veut toujours avancer. Et donc, chaque mois, il faut faire plus que le mois précédent. On veut lancer des nouveaux projets, des nouvelles choses. Et on a du mal, en fait, à s'arrêter et se dire, waouh, on regarde en arrière et voilà tout ce qui a déjà été accompli, tout ce qui a déjà été parcouru. Et c'est important de le faire humainement parce que c'est comme ça aussi qu'on peut célébrer, faire un peu la fête à tous ces succès et profiter aussi du chemin et pas toujours se dire non, non, ce qui compte, c'est une destination lointaine qu'en fait, on va jamais atteindre. Il faut toujours aller plus vite. Donc, voilà un petit peu le topo. Et Alain, toi, tu as commencé ta carrière avant de venir chez Casidomi. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'aventure d'Emna? Il faut savoir donc Emna et moi on est plus qu'associés dans le business, on est associés dans la vie, on est un couple et on était un couple avant de lancer Casidomi, donc on s'est rencontrés tous les deux sur les bancs de l'école de l'université en école de commerce. On est tombés amoureux, voilà, c'était une histoire indépendante de Casidomi, mais après ça Emna avait ce projet qu'elle nourrissait depuis longtemps et on partageait des valeurs tous les deux communes. Donc, moi, je fais beaucoup de sport. Je suis fort aussi dans la nutrition, dans le fait de vivre une vie plus durable. Donc, c'est des choses qui me parlaient beaucoup. Et c'est pas pour rien aussi qu'on avait des intérêts communs, Emna et moi. Mais on avait un parcours différent. Moi, je suis beaucoup plus averse au risque à la base. Je viens pas d'une famille où il y a des entrepreneurs. Moi, mes parents, ils ont travaillé dans des hôpitaux toute leur vie. Donc, c'est des schémas de carrière très différents. On signe à un endroit et on travaille 30-35 ans dans le même endroit. Donc, ils n'avaient pas forcément cette ambition de créer des choses de rien. Et donc, moi non plus. Ça me paraissait totalement fou. Et donc, quand j'ai vu Emna me parler de ce projet, ça m'a beaucoup intrigué. Donc, je l'ai aidé à constituer la société, mais j'avais un parcours mental, un schéma de carrière totalement différent. Moi, je voulais partir faire de la consultance, essayer d'avoir un super diplôme, etc. Donc, je suis parti d'abord étudier à l'étranger et puis j'ai travaillé chez McKinsey en consultance. Mais à côté de ça, j'avais cofondé Casidomi avec Emna. Je la soutenais comme je pouvais. Évidemment, elle était seule à bord à plein temps, mais moi, je passais mes soirées, mes week-ends à contribuer. Et ce que je ressentais, c'était que mon énergie venait principalement de Casidomi. Donc, je rentrais d'une journée de consultance. J'avais envie d'ouvrir mon ordinateur, de regarder les ventes, de l'aider. Je participais au recrutement des nouvelles personnes. Et donc, je me souviens que
effectivement, je devais essayer de m'absenter parfois pendant 1 heure. J'inventais un rendez-vous chez le dentiste pour filer et essayer d'aller faire l'interview de notre premier employé. Euh, J'espère que personne de chez McKinsey va écouter ce podcast. Mais du coup, je sentais que mon énergie était ailleurs et en fait, le drive entrepreneurial était trop fort. J'avais vraiment envie de ça. Et il y avait aussi cette notion on était un couple, donc au début, il y a beaucoup de risques. Si on se met à deux, tous nos œufs dans le même panier, dans la même société. Et la société était évidemment toute petite. On était juste deux au départ. Et il y a aussi une dynamique de couple importante, c'est que c'est pas simple au départ d'être juste à deux. Et donc, c'est vrai que les premières personnes ont rejoint l'équipe, il y a eu un petit peu de traction et on s'est dit, OK, en fait, ce serait peut-être un bon moment pour moi pour rejoindre. On pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de Casidomi. C'est un projet qui nous semble sérieux et on va pouvoir, de manière légitime, se séparer les rôles, chacun avec ses compétences, chacun ses forces, sans être empiétés les uns sur les autres et avoir vraiment les mêmes responsabilités comme ça pourrait être le cas quand on lance une société au tout départ. Donc, c'est après 1 an et demi que j'ai rejoint Casidomi à plein temps et que du coup, j'ai vraiment fait partie de l'équipe. Et alors maintenant, si on fait un petit focus sur les valeurs de Casidomi, Emna, pourquoi cet intérêt pour la santé? Comme je l'expliquais, moi, j'ai toujours baigné dedans et je me suis toujours passionnée pour le sujet. Et puis, j'ai assez tôt aussi constaté qu'en fait, la santé ou les connaissances, je dirais, sur la nutrition, sur la santé, etc., elles n'étaient pas forcément données à tout le monde et que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas qu'ils consomment des produits qui sont néfastes pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a une explosion sur les dernières années du taux d'obésité, du taux de maladies chroniques, du diabète, etc. Et donc, face à ce constat, en fait, je me suis dit, j'ai envie que les choses changent et j'ai envie de contribuer, en fait, à améliorer la qualité de vie des gens sur Terre et pas d'avoir un passage, je dirais, furtif sur Terre qui passe inaperçu, mais vraiment, en fait, de faire quelque chose qui a du sens et de contribuer à améliorer les choses. Et donc, je me suis vraiment dit, la santé était quelque chose qui, moi, me tenait à cœur parce que j'avais reçu cette chance, en fait, et cette éducation qui me permettait de savoir ce qu'il fallait consommer, ce qu'il fallait pas. Et la santé, c'est pas juste l'alimentation, donc c'est aussi le sport, c'est aussi le bien dormir, etc. Et donc, tout ça m'avait été impliqué. Et j'ai eu envie de faire cette passation auprès d'autres personnes parce que je me suis rendu compte qu'en fait, si on est en bonne santé, mais derrière, on est plus heureux. Derrière, les gens autour de nous sont plus heureux. Derrière, on a plus de chances d'avoir des enfants qui sont plus heureux, etc. Et donc, ça a un impact gigantesque, en fait, sur le bonheur des gens. Et donc, pour moi, c'était une belle manière de mettre ma petite main à la pâte, on dirait. Et alors, la santé au quotidien, ça passe par quoi chez vous, Alain? Ce que Emna disait est très juste. Donc, en fait, la santé, c'est un équilibre, je pense. C'est vraiment le terme que j'emploierais. Et c'est un équilibre entre différentes composantes. Et dès qu'une de ces composantes se déséquilibre, on va perdre en fait cette qualité de santé. Donc c'est évidemment l'effort physique, l'activité de manière générale, c'est le sommeil. Emna en parlait, c'est super important. Et on en parle de plus en plus. C'est la santé mentale aussi, pas uniquement la santé physique. Donc l'équilibre mental, qui aussi est un sujet dont on parle de plus en plus et je crois à juste titre. C'est la nutrition, ça j'en suis certain. Et en fait, voilà, il y a différentes choses comme ça qu'il faut mettre ensemble. On peut pousser ça très loin. Évidemment, Emna et moi, je crois qu'on fait partie de peut-être un peu l'extrême parce qu'on fait très attention et que ce soit à l'alimentation, le sport, etc. On est vraiment des passionnés, donc on pousse les choses assez loin. Mais je pense qu'il y a un minimum en dessous duquel, effectivement, ça affecte vraiment le bien-être de chacun. Et je pense qu'il faut essayer sur chacun de ces composants, essayer d'atteindre ce minimum. Donc, c'est avoir un minimum d'activité physique chaque semaine. Donc, bouger un petit peu. C'est pas obligé d'être des sports très intenses, mais ne serait-ce que de la marche, des choses du genre, c'est important. Et puis, si on peut faire plus, tant mieux. En s'écoutant, évidemment, sans jamais exagérer. Le sommeil, je pense, effectivement, on a besoin de 7 à 8 heures par nuit. Beaucoup de gens dorment moins que ça. Beaucoup de gens sont trop sur les écrans, passent un peu trop de temps sur Netflix avant d'aller dormir. Et donc, on a une qualité de sommeil qui s'est réduite. Et donc, si on regarde les chiffres, aujourd'hui, on dort moins que ce qu'on dormait il y a 10 ou 15 ans. Il y a beaucoup de pays qui, jusqu'à pas si longtemps, faisaient la sieste. Aujourd'hui, on le fait plus trop parce que culturellement, c'est pas accepté. Donc, on a perdu en qualité de sommeil et en durée de sommeil aussi. Et je pense que la nutrition, qui est un peu le dernier point de ce triptyque, je crois, hyper important, clairement a vraiment décliné parce qu'on nous a, entre guillemets, fait manger n'importe quoi. On a favorisé beaucoup la quantité. Il y avait en après-guerre un peu une crainte de dire comment est-ce qu'on va nourrir tout le monde, baby boom, etc. Et aujourd'hui, on pourrait se permettre de produire moins mais mieux, consommer moins mais mieux, et de vraiment essayer de réfléchir à ce qu'on a mis dans nos aliments, tous
les conservateurs, les additifs, les exhausteurs de goût, le sel, le sucre, tout ça, ce qu'on a ajouté, en fait, il faut progressivement le retirer et essayer de retourner vers une alimentation que je qualifierais de plus vraie, plus simple, avec des listes d'ingrédients qui sont courtes, avec des produits qui sont plus végétaux. C'est aussi une vraie thématique chez Quasi-Demi qu'on essaye d'encourager. C'est moins de produits animaux parce que clairement, ça contribue à la fois à la santé et à l'environnement. Donc, toutes ces choses mises ensemble, je pense que c'est comme ça qu'on va construire une vie plus saine. Et alors, tu parlais d'alimentation, justement, Alain. Est-ce que vous suivez un régime particulier, tous les deux? Végétarien, végétarien? Oui, alors moi je suis végétarien depuis, je crois que ça fait 4 ans aujourd'hui. Emna m'a rejoint très vite parce qu'en fait, quand on est en couple, ça devient assez, je sais pas, schizophrénique de cuisiner 2 repas, etc. Donc assez vite, on s'est dit, mais en fait, ça a tellement plus de sens. Et c'est logique pour nous parce qu'on est exposé à tellement d'informations autour de l'impact que va avoir la consommation de produits animaux, que ce soit sur la santé d'abord, donc énormément de problèmes cardiovasculaires, etc. Beaucoup de problèmes, on parle par exemple de la charcuterie et du nitrate qui est contenu dans les charcuteries. C'est un vrai enjeu, c'est cancérogène. Donc toute une partie de problèmes de santé, ça c'est certain. Il y a derrière aussi des problèmes environnementaux, les émissions de carbone, notamment dues au bœuf, c'est alarmant. Et après, en termes de cause animale, évidemment, il y a aussi un enjeu, puisque c'est difficile aujourd'hui de consommer des produits. Beaucoup de gens disent, mais j'aime bien consommer de la viande, mais de bonne qualité, etc. Le problème, c'est que quelle que soit la provenance de la viande, quelle que soit la façon dont les animaux vivent, ils sont abattus dans des grands abattoirs qui doivent être certifiés. On ne peut pas abattre ces animaux soi-même. Donc, on est un peu condamné à faire traverser un abattage pour les animaux qui n'est pas toujours très éthique. Et donc, tout ça mis ensemble, nous, c'est des informations auxquelles on est confronté tous les jours. Et c'est difficile de continuer de consommer des produits animaux quand on a ça dans un coin de sa tête. Et donc, ça s'est fait un peu comme un test, je dirais. Je me souviens, on était en vacances en Italie. Et en fait, l'Italie, c'est facile d'être végétarien parce qu'il y a tellement des bons fruits et légumes. Il y avait des tas de choses. On peut manger des délicieuses pâtes au pesto. Et donc, on s'est dit, tiens, en fait, on fait le test une semaine. Et puis, une semaine est devenue 2 semaines, 3 semaines. On n'a pas ressenti de manque. Et puis, en fait, on en a eu de moins en moins envie. Et puis, on s'est retrouvés un peu tous les deux comme ça, végétariens. Et écoute, ça nous réussit plutôt bien. Et alors, moi, je m'interroge, Alain, Emna, quel est votre produit préféré qui se trouve dans toutes vos commandes Quasi-Demi? Emna? Ouais, moi, il y en a beaucoup, en fait. Il y en a on m'a beaucoup qui dit, se trouvent dans pas mal de mes commandes. j'ai une petite souris qui m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait beaucoup de sauce tomate chez vous. C'est comme si c'était l'Italie, justement. Ouais, en fait, genre, tous les produits basiques, on les achète régulièrement. Et donc, c'est vrai, sauce tomate, tête de coco, huile d'olive, tous ces produits-là, ce sont des produits qu'on retrouve quasi dans toutes nos commandes. Après, dans les produits que moi, j'affectionne particulièrement, pas juste pour le produit d'ailleurs, mais aussi pour les marques. J'aime beaucoup la marque Sync qui fait justement des protéines, des poudres de protéines végétales que je consomme tous les jours quand je fais du sport, etc., qui est top, qui est une petite marque française dont le fondateur est vraiment très sympa. Il y a pas mal de chouettes marques de cosmétiques aussi que j'utilise au quotidien, comme Madara, comme La Canopée, qui est aussi une chouette marque française. Donc, franchement, des produits chouchous, j'en ai pas mal. Et toi, Alain? Alors, dure question, parce que je les aime tous, évidemment. Mais je dirais les kombucha. Je trouve que, donc pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, donc le kombucha, c'est un thé fermenté qui est de plus en plus populaire. Et je trouve qu'en fait, c'est une très chouette alternative à des boissons alcoolisées. Je fais pas mal de sport et j'essaye du coup de boire un peu moins d'alcool parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que ça altère la qualité de mon sommeil et aussi mes performances sportives les lendemains des jours où je consomme de l'alcool. Donc, j'essaye de modérer ma consommation et je réalise que c'est quelque chose de très social. Et donc, j'ai pas forcément envie d'avoir un verre d'eau. Je suis pas trop soda, coca, des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est une très, très chouette alternative et que j'ai vraiment inscrit dans ma routine de consommer ces kombucha de manière assez naturelle. Je trouve que ça a beaucoup de saveurs, c'est vachement bon et donc, clairement, je dirais que c'est un de mes favoris et que je consomme toujours avec plaisir. Et alors justement, ce kombucha, il vient de la marque Quasi-Demi. Quasi-Demi a sa propre marque. Emna, pourquoi créer votre marque propre? Alors en fait, on a assez rapidement voulu créer la marque Quasi-Demi parce qu'on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que pour certains produits, c'était pas facile de trouver des compositions clean. Donc typiquement, dans la plupart des boîtes de conserve, alors vous me direz, c'est pas très sexy les boîtes de conserve, mais dans la plupart des boîtes de conserve,
on rajoute du sel pour conserver en fait les produits, que ce soit des pois chiches, des haricots, etc. Et nous, on s'est dit, mais en fait, l'alimentation aujourd'hui, elle est déjà suffisamment salée. On n'a pas forcément besoin d'aller encore rajouter en plus du sel comme conservateur. Et donc, on a trouvé un producteur qui nous a dit que c'était tout à fait possible, avec un certain type de packaging, de faire des conserves sans sel. Et donc, aujourd'hui, on a toute une gamme de conserves, des lentilles, du pois chiche, des haricots, etc., sans sel. Et donc, ça, c'est un exemple d'un des produits sur lesquels on a vraiment pu avoir un impact sur la composition. Donc, quand on travaille, en fait, avec le producteur, on peut vraiment lui dire, écoute, enlève du sucre, enlève du sel, si c'est possible. On ne veut pas d'additifs, on voudrait à la place d'avoir de l'huile de tournesol, on voudrait plutôt, je sais pas moi, de l'huile d'olive, etc. Et tu sais de quoi je parle, Lucille, parce que toi-même, tu travailles beaucoup sur les compositions des produits quasi demi. On travaille Et donc, pour faire des recettes qui sont encore plus au top. Je confirme. Voilà, et franchement, je pense qu'il y a de la marge de progrès à faire sur pas mal de ces compositions quand on s'y penche. Donc ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est le prix. En fait, on ne se rend pas forcément compte en tant que consommateur, mais quand on achète un produit en magasin, il est passé par énormément d'intermédiaires dans la plupart des cas. Souvent, on a un producteur, donc les personnes qui vont produire le produit. Donc si je dois prendre un exemple, on va avoir pour des sauces tomates, on va avoir les gens qui produisent les tomates, donc ils vont avoir des champs, etc. On peut avoir parfois un deuxième producteur qui va être celui qui achète les tomates au producteur initial et qui va les transformer et en faire des potus tomates. Puis on va avoir un troisième intermédiaire qui va être le fournisseur. Le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe du marketing, il va donner une marque au produit, il va mettre une belle étiquette. Puis on va avoir un distributeur ou un grossiste qui, lui, en fait, va racheter non seulement les sauces tomates, mais il va aussi aller chez un autre fournisseur pour acheter, je sais pas moi, des chocolats, puis encore chez un autre pour acheter des purées d'oléagineux, un autre pour acheter des compotes, etc. Et donc, lui va servir, en fait, d'agglomérateur de plusieurs fournisseurs. Et puis, on a le supermarché ou le revendeur final, comme Quasi Demi. Et donc, il peut y avoir 3, 4 intermédiaires, en fait, avant le consommateur final. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ces intermédiaires, ils doivent être rémunérés. Et donc, forcément, le prix final que le consommateur va payer va être impacté. Au plus il y a d'intermédiaires, au plus le prix augmente forcément parce que chacun de ces intermédiaires, forcément, pour le travail qui est accompli, doit obtenir son juste salaire. Et donc, le fait pour Quasi Demi de travailler en direct avec le producteur permet de supprimer tous les intermédiaires, en fait, et de proposer, du coup, au consommateur un prix qui est juste et qui est plus intéressant. Et pour nous, c'était aussi important, quand on a lancé le concept de Quasi Demi, c'était aussi important de rendre accessible, abordable à tout le monde les produits sains en fait et pas juste aux personnes plus favorisées parce que on le sait, hein, c'est pas un mythe. Aujourd'hui, quand on va dans les magasins bio, etc., quand on regarde le pouvoir d'achat des consommateurs, il est plus élevé que la normale parce que ce sont des produits qui sont plus chers. Et, par contre, c'est injuste. C'est pas juste que seules les personnes avec des moyens plus aisés aient cette possibilité d'avoir des produits qui sont bons pour leur santé, du coup, et moins de risques d'avoir derrière des problèmes de santé, etc. Et donc, en partant de ce constat-là, on s'est vraiment dit, en construisant cette marque propre, on a non seulement la possibilité de transformer les produits pour pouvoir les rendre plus sains, mais en plus de ça, on peut les rendre plus accessibles et nous permettre au plus grand nombre d'y avoir accès. Donc, voilà un petit peu la démarche derrière la marque propre. Et donc, aujourd'hui, en marque propre, on a quasi 200 produits. Et donc, c'est beaucoup les produits de base parce que on n'a pas chez Quasi Demi une équipe de bio-ingénieurs et de cuisiniers, etc., qui s'occupent de faire des recettes compliquées. Nous, on a plutôt vocation à sélectionner des produits que tout le monde achète et à voir si sur ces produits-là, on peut justement transformer la composition et travailler en direct avec le producteur. Et donc, on va avoir des sauces tomates, on va avoir les conserves, on va avoir toute une gamme de vrac aussi, des pâtes à tartiner, etc. Donc, des produits assez simples sur lesquels le consommateur n'est pas forcément sensible au goût, à la texture, etc. et qui feront à peu près l'unanimité. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans le top des ventes de Quasi Demi, la grosse majeure partie des produits, ce sont justement les produits de la marque Quasi Demi. Et alors, jusqu'ici, on a parlé alimentation, mais je sais que d'autres domaines vous tiennent à cœur. Et d'ailleurs, ça se ressent chez Quasi Demi. Alors, justement, Alain, quelles sont les autres valeurs que vous défendez? Mais évidemment, il y a la durabilité. Je crois que c'est le plus flagrant quand on suit Quasi Demi. En fait, les deux vont souvent de pair parce que, en fait, quand on essaye d'avoir une alimentation biologique, parce que évidemment c'est plus sain, il n'y a pas de pesticides. Donc ça, c'est la mentalité du bio, c'est pas de pesticides. Et quand on va dans la cosmétique, alors ça va aussi vers moins de produits conservateurs et additifs et tout ce qu'on veut. Mais en gros, les deux vont de pair parce qu'on va soutenir quelque chose de plus sain, mais on va aussi soutenir la biodiversité, ce genre de choses.
Et donc, généralement, ce qu'on voit, c'est que c'est des consommateurs qui sont intéressés par une thématique et aussi l'autre. Et c'est la même chose pour nous en tant qu'entrepreneurs. Nous, on est passionnés à la fois par la santé, mais aussi par le fait de vivre plus durablement. Et le constat aujourd'hui, quand on s'est lancé, il était moins criant. Je pense qu'aujourd'hui, on fait partie d'une génération qui est hyper informée ou de plus en plus informée. C'est pas le cas de tout le monde, mais de plus en plus sur l'urgence climatique, sur le fait qu'il faut réagir activement. On parle de plus en plus du rapport du GIEC et des choses comme ça. Donc moi, je peux pas imaginer aujourd'hui qu'une société se lance sans avoir à cœur la durabilité. Après, il y a un peu deux façons de le faire. Je pense qu'il y a des sociétés qui se disent, OK, il faut minimiser un peu l'impact négatif ou il faut, entre guillemets, faire le strict minimum pour cocher les cases parce que sinon, on va se faire démonter sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a des sociétés qui en font leur cœur business. Et donc, ça, c'est un peu le cas de Casidomi, c'est que tout ce qu'on fait chez Casidomi est scruté avec le prisme de la durabilité pour se demander si ça fonctionne. Donc, évidemment, on a un sourcing de produits qui va être le plus local possible. Bon, j'ai parlé du bio, ça c'est évident. On va aller vers des packaging qui sont plus durables, moindres, simplement parce que parfois il y a juste trop d'emballages, avec des emballages qui sont aussi compostables ou recyclés, recyclables, tout ce qu'on veut. On va travailler sur toute la chaîne de logistique pour avoir moins de déchets, moins de gaspillage. On va essayer de vendre ce qu'on appelle des produits moches. Donc, on a toute une section zéro gaspille avec des dates courtes, avec des produits abîmés pour justement éviter de devoir jeter. Et toute la logistique opérationnelle est vraiment optimisé pour la durabilité. Donc, on va avoir aucun emballage en plastique dans nos commandes. Tout est en carton recyclé. Donc, c'est des cartons qui ont déjà eu une première vie. Mais parfois, on est capable de reprendre chez le client son carton et de lui réexpédier une deuxième fois. Donc, vraiment pour essayer d'avoir une durabilité et une durée de vie du carton la plus longue possible. Parce qu'en fait, quand on utilise, c'est assez simple, quand on utilise un carton 2 fois, on diminue son impact par 2. Donc, si on utilise 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est la même chose. Donc ça, c'est les choses qu'on fait évidemment. Et puis il y a une notion aussi de chez Casidomi, tout le monde tous nos employés, toute notre équipe est drivée par ce qu'on fait, nos fournisseurs aussi. Donc on sélectionne nos fournisseurs et nos employés sur base aussi de ces valeurs parce qu'ils les partagent avec nous. Et donc voilà, si on part en team building, on part pas en avion à l'autre bout du monde, à Dubaï, faire des courses de voiture sur un circuit. Non, nous on part en train dans le sud de la France et on passe un très bon moment et on va faire des activités qui sont plutôt éco-friendly. Et donc, c'est ce que les gens recherchent chez nous. Ça fait partie de notre ADN en tant qu'entreprise. Tous les repas chez Casidomi sont végétariens. Donc, c'est quelque chose qu'on n'impose à personne. De nouveau, parce que c'est pas l'objectif de dire, en fait, il faut être végétarien, il faut être vegan, il faut être quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa transition à son rythme. Mais par contre, notre valeur de chez Casidomi, c'est de dire, si Casidomi finance le repas, on va opter pour une alimentation plus végétale et donc essayer de faire découvrir à chacun qu'on peut manger un très bon repas sans avoir de viande dans l'assiette. Et donc, c'est les petites choses qu'on fait. On va acheter du mobilier qui est en seconde main. Enfin, c'est 1 milliard de choses qu'une société peut faire pour aller plus loin. Après, c'est pas la seule chose qu'on fait, la durabilité. On est aussi certifié B Corp et je pense que c'est un enjeu important qui traduit bien qui on est chez Casidomi. Donc, B Corp, c'est un réseau d'entreprises qui compte à peu près, je crois, aujourd'hui 4000 entreprises dans le monde, avec des entreprises très connues comme Patagonia, des choses comme ça. Et c'est toutes des entreprises qui ont des standards éthiques très, très hauts. Donc, qui se disent, OK, on ne veut pas faire juste ce qui est légal, on veut faire ce qui est bon selon nous, selon nos valeurs. Et donc, on est évalué sur toute une série de dimensions, y compris la façon dont on traite notre équipe, la gouvernance de l'entreprise. Donc, est-ce qu'on n'est pas détenu par, je sais pas, un Monsanto et des choses comme ça, mais on est plutôt détenu par nos collaborateurs, par des hommes et des femmes, par des gens précaires éventuellement. Donc, toute une série de critères autour de ça. La durabilité, évidemment, la santé, la façon dont on impacte nos clients. Donc, tout ça est mis ensemble pour nous donner un score. Et si le score est suffisant, on peut être certifié et audité pour devenir B Corp. Et donc, nous, on a été certifié B Corp il y a 3 ans. Et donc, on refait notre nouvelle certification à l'instant. Et c'est quelque chose qui est très fort pour nous parce que le mantra de B Corp, c'est de dire people using business as a force for good. Et c'est vraiment ce en quoi je crois, et Emma aussi, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se cachent derrière des oui, mais c'est légal ce que je fais, ou mais si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Et je pense que ça, c'est des bêtises et qu'il faut qu'on arrête de se cacher devant ce genre d'excuses. On doit prendre nos responsabilités en tant qu'entreprise. Il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'entreprises partout qui font fonctionner l'économie aujourd'hui et tout ce qu'on consomme est produit, transporté et créé par les entreprises. Il faut que ces entreprises se mettent en face du miroir et se disent, bon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Le monde va mal
dans certains aspects. La durabilité, c'est clairement un enjeu. Ben, chacun peut jouer un rôle et donc c'est ce que je disais, peut-être pas prendre un avion pour faire un aller-retour vers Dubaï pour son team building, ça peut être acheter de seconde main, ça peut être s'assurer qu'on trouve des fournisseurs qui sont plus locaux. Donc il y a plein de petites choses que chacun peut faire et c'est ça en fait, c'est les décisions qu'on va prendre au jour le jour qui vont être impactantes. Et c'est ça qu'on a envie de faire chez Casilomi, c'est montrer que c'est ce genre de décision qu'on va prendre, qu'on va toujours mettre nos standards éthiques le plus haut possible. Faisons une petite rétrospective. Vous venez de fêter vos 5 ans. Emna, qu'est-ce qui a changé en 5 ans d'existence? Alors, un paquet de choses. Ouais, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Pour le coup, Casilomi a beaucoup évolué. Je pense que nous aussi, chez Casilomi, il y a beaucoup de choses qui se sont professionnalisées. Au début, on fait un peu les choses, je dirais, en last minute. Et puis, petit à petit, quand la boîte grandit, non seulement l'équipe grandit, mais les chiffres sont plus les mêmes qu'au démarrage, etc. Donc, il faut mettre en place des process, en fait, pour toutes les activités. Il faut mettre en place des process pour définir si on rajoute un produit ou non sur le site. Il faut mettre en place un process pour lancer une campagne de communication pour le mois prochain. Il faut faire ça aussi pour le recrutement, etc. Et en fait, on se rend compte que toutes les activités qui, au début, sont un peu faites en fait par les mêmes personnes et en last minute, un peu sur base de l'instinct, mais petit à petit, c'est plus possible quand l'équipe grandit. Il faut que les gens se spécialisent et il faut que les choses s'organisent parce que quand la réalisation dépend plus juste d'une personne, mais de plusieurs, forcément, il faut que les choses se coordonnent. Donc, je dirais on s'est professionnalisé, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que nous, personnellement, Alain et moi, et je pense que Alain me contredira pas, mais on a beaucoup grandi. Mine de rien, on a commencé l'aventure Casilomi tout jeune. Moi, j'étais encore fraîchement étudiante, donc j'avais pas encore eu d'expérience professionnelle quand Casilomi a été lancé. Et donc, j'ai appris en fait énormément et je pense qu'on a tous les deux beaucoup gagné en maturité, que ce soit sur la manière dont on manage les gens, que ce soit sur la manière dont on manage un business, les relations extérieures, etc. Donc, je pense qu'on a vraiment beaucoup appris tous les deux. Et puis sur le reste, je pense qu'il y a des tas de choses qui ont changé, que ce soit la manière dont on fait la logistique, la manière dont on gère le site et dont on gère les interactions clients, etc. Je pense qu'il n'y a aucune boîte qui reste la même éternellement, ou alors si elle le fait à un moment, ça finit par poser problème, surtout dans le contexte actuel où l'avancée technologique fait que les choses bougent tout le temps et donc il faut en permanence aussi se réinventer. Là, je parle plus, juste avant, je parlais beaucoup de l'intérieur de l'entreprise, là, je parle plus de l'extérieur, en fait, pour continuer à séduire les clients. Il faut pouvoir avoir une offre qui est à la hauteur des attentes. Et donc, l'offre, le catalogue Casilomi a beaucoup évolué entre il y a 5 ans et ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Au début, à titre d'exemple, on avait 300 produits dans le catalogue, que de l'alimentaire, et des produits, je dirais, pas toujours très bons, parce qu'on les avait pas tous goûtés. Là où aujourd'hui, en fait, on a plus de 4000 produits dans le catalogue. On vend aussi des cosmétiques, des produits d'entretien, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens qui voulaient avoir un mode de vie qui était plus sain ou plus durable, ça passait pas juste par ce qu'on mettait dans son assiette, ça passait vraiment par tous les achats de manière globale. Et donc, ouais, le catalogue a vachement évolué. On teste aujourd'hui tous les produits. Il n'y a plus un seul produit qui est rajouté dans le catalogue sans qu'il soit testé. Donc, je peux vous garantir que, en général, a priori, les produits sont plutôt bons, ceux qui sont mis à disposition sur le site. Donc, l'offre a beaucoup changé. La manière dont on fait le marketing aussi, mine de rien, en fait, les réseaux sociaux bougent tout le temps et on le voit. Avant, c'était très fort, les influenceurs, Instagram. Aujourd'hui, il y a TikTok, il y a Pinterest, il y a LinkedIn à gérer, il y a le marketing automation, il y a les SMS, etc. Donc, tout ça sont des choses qui changent, qui évoluent et il faut en fait pouvoir cibler le client avec le bon message au bon moment et au bon endroit, ce qui n'est pas une chose qui est facile. Et donc voilà, les exemples, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'ils sont multiples, mais il n'y a pas un seul département où il n'y a pas une seule activité de Casilomi qui n'a pas changé sur les 5 dernières années parce que à la fois, nous, on évolue en tant qu'entreprise, mais aussi les besoins des consommateurs changent et il faut en permanence en fait s'y adapter. Et toi, Alain, selon toi, quels sont les plus gros défis auxquels vous avez été confrontés? C'est une bonne question. Je pense que le plus gros défi, il est humain. Et c'est quelque chose qui est assez frappant en tant qu'entrepreneur. Je pense que quels que soient les entrepreneurs avec lesquels on est amené à discuter, c'est toujours le même mot qui va revenir. En fait, c'est l'humain qui est pas facile à gérer parce qu'en fait, quand on réunit aujourd'hui, on est 65 personnes chez Casilomi. En fait, c'est des gens qui ont chacun leurs valeurs, leurs particularités, leur façon de vivre les choses, etc. Et il faut essayer de trouver
une façon de créer de l'harmonie, de faire circuler l'information de la meilleure manière, de contenter tout le monde, de garder les gens engagés, motivés. Nous, on a beaucoup de chance parce qu'évidemment, les gens qui nous rejoignent sont plutôt drivés déjà par le projet, la mission. Donc, c'est plus facile pour nous, je pense même, que dans d'autres entreprises. Mais c'est clair qu'il y a un peu de tout. Dans les personnes qu'on va recruter, il y a différents âges. Le public qu'on va avoir dans notre entrepôt est différent du public du bureau. Le public qu'on va avoir dans les développeurs, typiquement, c'est des profils un peu différents de ce qu'on va avoir en marketing. Pareil en finance. Donc, chacun est un peu différent et on apprend à gérer. Et quand on s'est lancé, Emna et moi, pour rappel, on était vraiment tout jeune. On est encore tout jeune, j'espère. Mais en tout cas, on était encore plus jeunes. À 23 ans, on sort de ses petits souliers, on sort de l'école et on se dit, waouh, maintenant je vais devoir voilà, gérer une personne qui a peut-être 5 ou 10 ans d'expérience, qui l'a déjà fait et moi jamais. Et on doit assumer. Et donc, il faut être capable de donner des feedbacks parfois difficiles. Donc, c'est-à-dire aller voir quelqu'un et lui dire, écoute, ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bon, tout en gardant les gens motivés, en étant juste, en étant factuel. Et ça s'apprend. Comme Emna dit, on a énormément progressé parce que on l'a fait plein de fois. On a eu des conversations chouettes et moins chouettes. Et c'est comme ça qu'on se construit, je pense, en tant que leader, que coach, que manager. Et qu'en tant qu'entrepreneur, c'est en traversant ces expériences. Et on a eu des expériences parfois compliquées humainement, parce qu'effectivement, comme je le dis, chacun est différent. Et donc, on a découvert petit à petit les rouages des ressources humaines et comment ne pas faire d'erreurs, ou en tout cas de moins en moins. Mais c'est clair que je dirais que c'est le plus grand défi. Et ce que l'on a appris en fait en étant les managers et les coachs de toutes ces personnes, c'est qu'il faut être très empathique, très à l'écoute, et que ça passe par énormément de communication en fait. La plupart des conflits, la plupart des problèmes qui viennent humainement, et quand je parle de conflits, c'est pas forcément des conflits avec nous, ça peut être des conflits entre deux collègues, même si c'est assez rare, ça peut être des conflits entre quelqu'un de l'équipe avec un fournisseur externe, ça peut être toutes des choses comme ça. Et un conflit, ça veut pas dire que les gens se hurlent dessus, mais ça peut être une tension, ça peut être voilà, une perte de compatibilité. En fait, tout ça, ça vient généralement de mauvaise communication, de mauvaise entente. Et donc, notre rôle, en fait, c'est vraiment de faire circuler l'information, de faire en sorte que les gens ça, ils discutent, se comprennent. Mais ça nous a pris un certain temps de le comprendre et de perfectionner cet art, justement, de la communication petit à petit. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'Alain, toi, si tu pouvais communiquer avec le Alain d'il y a 5 ans, tu lui dirais quoi? Je lui dirais qu'il n'y a pas beaucoup de risques, en fait. Qu'entreprendre, finalement, c'est... Oui, on a eu beaucoup de chance, hein. On a eu de la chance de rencontrer les gens qu'on a rencontrés, de recruter les gens qu'on a recrutés, etc., etc. Mais derrière, j'ai toujours été, comme je le disais tout à l'heure, un peu averse au risque. J'ai toujours projeté le pire, probablement. C'est dû à l'enfance que j'ai eue, la façon dont j'ai été éduqué, etc. Mais moi, j'ai toujours été un peu avec un profil d'assureur, quoi, de me dire, oui, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment les choses pourraient déconner? En fait, ce que je réalise, c'est que oui, s'il y a des problèmes, ok, on va les traiter un par un, on va relever les défis et c'est comme ça qu'on va apprendre et c'est comme ça qu'on va progresser. Mais au final, depuis le début, je travaille dans une société qui me plaît, avec des gens avec qui j'adore travailler. Je travaille pour une mission qui, moi, me parle énormément et qui me donne envie de me lever le matin et de tout défoncer. J'ai envie de travailler pour Casidomi et je compte pas mes heures parce que j'adore ce que je fais et je crois que on travaille sur une thématique qui est importante d'un point de vue sociétal. Et ça n'a pas de prix. Et puis, tant que je peux en vivre et que je suis pas dans la difficulté, en fait, je fonce et on verra bien où ça m'amène. Et je pense que j'ai été du genre à me poser beaucoup de questions, à toujours me projeter, dire oui, mais et si cela, et si ceci, etc. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est une voie d'apprentissage. Et je me dis qu'au pire, j'ai appris 1 milliard de trucs et que on verra bien où ça m'amène. Et si jamais les Idomi n'avaient pas eu le succès qu'on a connu aujourd'hui, en fait, j'aurais pu me relever, j'aurais pu relancer autre chose ou j'aurais été bien mieux positionné pour me reconstruire ou même rejoindre une autre aventure. Mais c'est pas du temps perdu et c'était un peu ma crainte, c'était de me dire oui, mais si le projet échoue, si les choses se passent mal, et c'est pas perdu. J'ai appris plein de trucs, j'ai fait des rencontres géniales et j'ai passé du bon temps aussi. Ça, c'est super important. C'est pas juste la destination, c'est le chemin. Et donc, je crois que je dirais, te pose pas trop de questions, tu verras bien, les choses vont bien aller et puis tu verras. Et alors, on en a parlé au tout début du podcast. Vous formez un couple dans la vie de tous les jours. Comment vous faites pour garder l'équilibre vie pro-perso? Emna, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? C'est terrible, hein? Non. Franchement, si on est encore là après toutes ces années, c'est que ça se passe plutôt bien. Non, on nous dit souvent, est-ce que il y a une heure à laquelle vous décidez d'arrêter de parler de Casidomi? Et en fait, la réponse, c'est non.
Pourquoi? Parce qu'en fait, Casidomi fait partie de notre vie et on en parle comme on pourrait parler de notre job, Alain et moi, si on bossait pas dans la même boîte. Et donc, parfois, quand on a envie de dire quelque chose lié à la journée qui vient de s'écouler, on le mentionne. Alors, ça arrive très, très rarement. Parfois, Alain me dit, ouais, en fait, j'ai pas envie de parler de ça et pas de souci, on n'en parle plus. Mais on n'a pas ce cut où à un moment, on se dit, on arrête de parler de Casidomi, on parle pas de boulot, etc. Parce qu'en fait, bon, déjà, on adore notre job tous les deux. Et donc, je pense qu'on est tous les deux très enthousiastes d'en parler. Et en plus de ça, Alain et moi, comme on le mentionnait au tout début, on bosse pas sur les mêmes sujets. On gère pas les mêmes personnes. On a vraiment chacun nos rôles bien définis, ce qui nous permet, je pense, aujourd'hui de travailler comme il faut et de pas, on n'empiète pas l'un l'autre sur le travail de l'autre. Et donc, on est très content de pouvoir échanger, en fait, en fin de journée et de pouvoir expliquer ce sur quoi on a bossé, parfois de pouvoir demander l'avis de quelqu'un d'autre. C'est très agréable aussi d'avoir un cofondateur et pour en avoir un aujourd'hui, je me dis qu'en fait, ouais, ça doit être tellement dur de ne pas en avoir. J'ai fait les 2 premières années où j'étais pas tout à fait seule, mais j'étais au bureau, j'étais la seule fondatrice. Et puis, je retrouvais Alain qui m'aidait pas mal le soir, comme il l'a mentionné, et puis qui m'a rejoint assez rapidement. Mais c'était pas facile. C'est pas facile de pas avoir en fait une personne qui comprend ce que vous vivez à 100%. Il y a des moments qui sont très durs dans l'entrepreneuriat dont on parle pas beaucoup et là c'est vraiment une force en fait de pouvoir compter sur quelqu'un et il y a des moments qui sont géniaux et qu'on a envie de célébrer et c'est encore plus cool de pouvoir les célébrer avec quelqu'un qui vit la même chose que vous, qui a taffé autant que vous, etc. Et donc ouais, avec Alain en fait on célèbre nos victoires ensemble et les quelques échecs ou les périodes challenging, etc. On les vit à deux et donc forcément encaisser un coup à deux, c'est plus facile et donc on se soutient beaucoup. Parfois, il y en a un qui va moins bien, ben, l'autre est toujours là pour remonter le moral et inversement. Et donc là, on s'entend vraiment bien. C'est pas la part des choses, forcément. On parle de Casidomi quand on veut parce que ça nous pèse pas. Et puis au quotidien, je pense que le gros learning de mon expérience avec Alain, c'est qu'il faut absolument, quand il y a plusieurs cofondateurs, et ça vaut quand il y a plusieurs cofondateurs, hein, ça vaut pas juste pour les couples d'associés, il faut absolument que les rôles soient bien définis. Si les rôles sont pas bien définis, en fait, ça va à la fois être désagréable pour vous, mais ça va aussi être désagréable pour vos équipes. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est pas facile, parce que vous savez jamais, est-ce que c'est moi qui dois le faire, est-ce que c'est Alain, vous savez jamais qui a le dernier mot, etc. C'est un peu complexe. Et puis pour vos équipes, en fait, vos équipes, elles savent pas au final qui décide. Alain a dit que c'était OK de rajouter cette nouvelle marque, ouais, mais derrière, en fait, Emna a dit que c'était pas OK, mais qui, au final, qui décide? Alors qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est Emna qui, par exemple, gère le catalogue et par contre, c'est Alain qui, je sais pas moi, gère le budget. Les équipes savent exactement s'il y a une décision avec un gros budget à débloquer, ben, il faut aller chez Alain. Si par contre, il y a une décision qui touche au marketing ou à l'ajout d'un nouveau partenaire ou quoi, ben, c'est plutôt Emna. Et donc, ce sont des exemples, mais c'est pour illustrer le fait que c'est nécessaire pour les équipes de savoir exactement qui va être la personne, le décideur final. Et si elles ne savent pas, en fait, il y a des allers-retours qui sont faits, il y a vraiment de la perte de temps qui se fait. Et pour moi, ça n'a pas forcément été super facile au début parce que je m'occupais de tout. Et puis, il y a eu Alain qui est arrivé, et donc il a fallu lui laisser certaines tâches. J'ai voulu lui laisser certaines tâches qui n'étaient pas forcément toujours les tâches pour lesquelles lui était le plus légitime, mais c'était parfois des tâches que moi, j'avais plus envie de garder. Donc, il a fallu un petit peu jongler entre ce que Alain voulait faire, ce que Emna voulait faire, et puis les forces de l'un et de l'autre. Et donc, je pense qu'on a quand même mis une bonne année, voire même une année et demie à définir le rôle et à aujourd'hui être capable d'évoluer sereinement et d'avoir nos propres responsabilités l'un l'autre. Et alors justement, tu parlais de tes 2 premières années où ça a été un petit peu difficile. Est-ce que tu as souffert d'un quelconque sexisme en tant que femme entrepreneur? Alors non, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Et c'est une question qu'on me pose beaucoup. Forcément, il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneuses, malheureusement. Et les choses évoluent dans la bonne direction, tant mieux. Mais non, j'ai pas du tout souffert de ça. Au contraire, ça a plutôt été un atout dans beaucoup de cas. Pourquoi? Parce que j'étais beaucoup sollicitée par les journalistes et donc beaucoup mise en lumière parce que justement, j'étais une femme entrepreneuse. Nos clients, ce sont majoritairement des femmes. Et donc, probablement qu'il y avait aussi une affinité, un sentiment de proximité entre l'image de la fondatrice femme du coup et le profil des clients. Et donc non, ça a été plutôt une force et j'ai jamais senti de manque de respect, même avec des partenaires, je dirais, plus masculins comme des banquiers, des investisseurs, etc. Ça s'est toujours fait dans la bienveillance et le respect. Donc je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance et j'espère que je continuerai à en avoir dans le futur d'ailleurs.
Et Alain, on parlait du Alain du passé. Et maintenant, si on parlait du futur, comment tu vois Casidomi dans le futur? Casidomi, ce qu'il y a, c'est que tu peux pas décorréler le futur de Casidomi avec le drive des entrepreneurs qui sont là derrière. Et nous, ce qui nous drive, c'est d'avoir de l'impact, c'est de toucher les gens et de changer la façon dont ils consomment. On voit qu'on peut changer les choses, on peut avoir de l'impact, en fait, que ce soit comme on disait, dans ce qu'on met dans son assiette, mais aussi de ce qu'on met sur notre peau, etc. C'est les produits d'entretien de la maison, on n'en parle pas beaucoup, en fait, mais tous les savons, les trucs, les tablettes de lave-vaisselle, les lessives, en fait, c'est tous des produits qui peuvent aussi être assez polluants. Donc, tout ça ensemble, ça peut changer les choses, ça peut faire en sorte que des dizaines de milliers de ménages se mettent à consommer mieux. Et d'un point de vue social aussi, c'est rendre disponible, rendre accessible ces produits avec une meilleure santé pour des ménages, des jeunes enfants. On a beaucoup de jeunes parents qui parviennent pas à acheter ces produits en dehors de chez nous. Donc, justement, ça nous fait vachement plaisir. Donc, ça, c'est ce qui nous drive, c'est notre mission, c'est notre projet. Derrière, notre but, c'est de toucher un maximum de personnes. Donc, on se met pas trop de limites. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Casidomi est actif sur la France et la Belgique, un petit peu sur le marché néerlandophone. On se dit, on va ouvrir des nouveaux pays, on va toucher plus de gens, ça c'est certain. On a lancé des produits frais sur le site avec un pilote sur Bruxelles. Le but, c'est d'élargir ça à plus de zones géographiques pour toucher un maximum de gens aussi avec les produits frais, puisque c'est partie des achats réguliers des ménages. Et puis, en fait, sky is the limit. Donc, on a déjà parlé de distribuer nos produits chez d'autres revendeurs parce qu'on a une super marque et que, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent que la composition de nos produits est vraiment bien et qu'ils ont du mal à trouver des produits d'une telle qualité. On va peut-être les rendre disponibles ailleurs. Peut-être ouvrir nos premiers magasins Casidomi. C'est aussi un rêve qu'on a un peu dans un coin de notre tête. Donc, tout ça est possible et on se met pas trop de limites pourvu que ça continue de correspondre à nos valeurs, à notre envie. Et aujourd'hui, on le fait nous-mêmes parce que voilà, c'est une aventure qu'on a créée et qu'on continue de driver et on aime ça. Peut-être qu'un jour, on sera plus la bonne personne et qu'il faudra passer le flambeau. J'espère le plus tard possible parce que c'est une très chouette aventure. Mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas tellement de questions et on se dit, bon, on fonce et on continue de s'éclater. Et il n'y a pas tellement de plans définis sur l'après ou sur une transition quelconque. On continue de faire more of the same mais essayer de grandir et de toucher un maximum de gens, tout en accroissant aussi notre impact. C'est-à-dire que la façon dont on fait les choses, c'est un truc qui nous parle, de dire, ben, en fait, on fait un audit carbone, par exemple, les émissions de carbone de Casidomi chaque année, et on est capable de mesurer nos émissions de carbone. Le but, c'est de les réduire. On est capable de mesurer la quantité de déchets qui est produit par Casidomi annuellement. OK, ben, on se met des objectifs en disant, on veut réduire ça. On veut offrir plus d'adhésions gratuites à des gens précaires. Donc, on a un programme qui permet à des gens, et donc c'est très bien s'il y a des gens qui nous écoutent, d'en parler. Des personnes qui sont sans emploi ou avec un revenu bas ou qui sont certains publics cibles comme les étudiants et des choses comme ça qui n'ont pas forcément les moyens de payer une adhésion annuelle. Ça leur permet justement d'avoir accès à cette adhésion gratuitement pour pouvoir acheter des produits de qualité à moindre prix. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Ben, c'est des KPI, c'est des indicateurs de performance que nous, on traque pour se dire, OK, on veut chaque fois mettre la barre un peu plus haut. J'ai parlé de la certification Bicorp. On veut chaque fois aller un peu plus loin pour toucher plus de gens et les toucher encore plus fort et transformer leur vie. Alors, on va finir par un petit jeu. Je vais vous demander de choisir vos préférences entre deux mots. Ça nous permettra de mieux vous connaître. Alors, Emna, smoothie ou latte? Smoothie. Alain, tofu ou tempeh? Tofu. J'ai jamais trop masterisé la recette du tempeh. Je suis encore bloqué sur le tofu. Oh là là, mais tempeh mariné, c'est délicieux. Hein. Vraiment, je vous conseille. Il paraît, mais j'arrive pas. On te fera goûter alors des petites recettes. Moi, t'en ai pas. Emna, ciné ou rando? Rando. Moi, j'adore le sport et la nature, donc rando, clairement. Et j'imagine qu'Alain répondrait la même chose. Exact. Ouais. Alain, bière belge ou kombucha? Bah, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. Plutôt, j'aime bien la bière belge, mais j'essaye de boire plus de kombucha. Emna, ville ou nature? Plutôt nature. On vit dans la nature d'ailleurs et pas dans la ville. Ah, ça, c'est pas mal. Et Alain, lève-tôt, couche-tôt ou lève-tard, couche-tard? Lève-tôt, couche-tôt. Trop tôt même. J'ai du mal à faire la grasse matinée. J'ai trop de trucs en tête quand je me réveille à l'aube. Il faut que je bouge et que je fasse des trucs. À mon grand désespoir. Et alors, pour finir, dans notre podcast, on va prendre pour habitude de poser une dernière question à nos invités. Alors, naturellement, vous n'allez pas y échapper. Si vous pouviez résoudre un problème dans notre société, ce serait quoi? Emna, Alain, qui veut répondre? Ben, on peut tous les deux répondre. Vas-y, Emna, d'abord. Alors, vas-y, comme ça me laisse une petite seconde pour y réfléchir. Moi, je pense que la végétalisation de l'alimentation, c'est
c'est vraiment un levier important qui gagne à être connu. Et aujourd'hui, trop peu de gens sont conscients des faits, sont au courant de l'importance que ça peut avoir et du bienfait que ça peut apporter. Donc, moi, je serais ravi de voir que plus de gens se dirigent vers une alimentation plus végétale parce que ça ferait un bien fou à tout le monde. Plus ça, c'est bien, c'est une bonne cause, ça. Et moi, je dirais, je sais que c'est un problème qui est très, très complexe, mais la végétalisation de l'alimentation est une manière de diminuer les émissions carbone, forcément, et donc de ralentir le réchauffement climatique. Mais il y a pas mal d'autres actions, donc je travaillerai vraiment sur les actions qu'on peut mettre en place pour réduire les émissions carbone, que ce soit du côté de la construction, que ce soit du côté du transport, qui sont deux sources assez importantes d'émissions de carbone. Mais donc, ouais, mon point est vraiment, si je pouvais résoudre une cause, ce serait ce réchauffement climatique qui aujourd'hui pose de plus en plus de problèmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour aider les gens, pour aider les entreprises à travailler dessus. Merci infiniment, Alain, Emna. Et je vous dis à bientôt tout le monde pour un nouvel épisode. Merci à toi. Merci beaucoup, Lucille. Avec bientôt. Plaisir. À bientôt. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à lui noter un 5 étoiles et surtout, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt!